Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, en dépit du renouvellement qui a été connu par l'histoire de la Grande Guerre sur mer à l'occasion du centenaire, eh bien, aucun travail n'a placé les détroits au cœur de l'analyse. Pourtant, ce conflit industrialisé, global et prolongé se déroule dans un système international mondialisé et marqué par une maritimisation accrue des économies. Dans ces conditions, la capacité à mobiliser les arrières ultramarins ou à entraver cette mobilisation conditionne l'issue d'un affrontement entre les puissances impériales, ouvertes sur le grand large, et le bloc continental des empires centraux. Une lutte sans merci pour le contrôle des flux fait donc rage tout au long de la guerre. Et les détroits y jouent un rôle décisif. Les points de blocage contestés qui permettent de contrôler les atterrages du Finistère européen sont nombreux. Alors le choix a été fait ici de se concentrer sur 3 d'entre eux, car ils concentrent en effet l'essentiel des affrontements liés au contrôle de ces espaces. D'un point de vue stratégique, le Pas-de-Calais constitue un verrou entre la mer du Nord et la Manche, le contrôle de cette dernière étant essentiel au soutien des opérations alliées sur le front occidental et à celui de l'économie française. Il s'agit également d'une porte d'accès privilégiée vers l'Atlantique pour les sous-marins allemands basés à Ostende et à Zeebrugge. Les Dardanelles et le Bosphore constituent l'un des 2 seuls passages maritimes européens permettant aux Franco-Britanniques de soutenir leur allié russe. Quant à Otrante, il représente un enjeu capital pour la maîtrise des flux en Méditerranée et le contrôler permet de sécuriser ou de menacer le soutien crucial des arrières impériaux de l'Entente. Si le contrôle de chacun de ces détroits revêt une importance stratégique majeure pour les belligérants, leur configuration diffère. Alors, le plus étroit est celui des Dardanelles, moins de 2 km à son point le plus étroit, tandis que le plus hauturier est celui d'Otrante. Les conditions de navigation de ces détroits sont également difficiles, alors, tout particulièrement dans le Pas-de-Calais, et cette diversité explique que les configurations opérationnelles y diffèrent également sensiblement. Le Pas-de-Calais constitue littéralement une ligne de front maritime située dans le prolongement du front terrestre principal, au plus près des centres de gravité des différents belligérants. Aux Dardanelles, Français et Britanniques doivent agir depuis la base avancée de l'île de Mudros, située à une quarantaine de kilomètres de l'entrée du détroit, mais éloignée de leur base principale. En revanche, les Ottomans, conseillés et équipés par les Allemands, peuvent y concentrer et ravitailler près de leur capitale des forces importantes. Le détroit d'Otrante offre une autre configuration. Face à l'Autriche-Hongrie, dont la base principale est à Pola et qui dispose d'une base avancée pour les flottilles à Cattaro, l'entente doit s'appuyer sur Malte. La donne change avec l'entrée en scène de l'Italie, quand Brindisi devient leur principal point d'appui, la responsabilité du blocus d'Otrante passant alors sous contrôle italien, ce qui ne va pas sans susciter des tensions avec la marine nationale qui avait déjà été écartée de la direction des opérations devant les Dardanelles depuis la fin 1914 au profit de la Royal Navy. L'un des points communs de ces 3 points chauds réside d'ailleurs dans la nature interalliée de la conduite des opérations qui s'avère problématique. Pour autant, au fil du conflit, les 2 camps améliorent leur coopération opérationnelle avec une meilleure répartition des responsabilités et des transferts de matériel et de savoir. Enfin, les marines de l'époque sont fortement influencées par les doctrines de l'amiral américain Mahan et sont configurées en vue d'une guerre courte où l'objectif est d'acquérir rapidement la maîtrise de la mer au moyen d'une bataille d'escadre décisive. Pas du tout de forcer un détroit ou de tenir le barrage d'un point de passage contesté. Comme à terre, il faut donc improviser, puis s'adapter pour durer, avant d'espérer forcer la décision. Cet effort d'adaptation vient accélérer la mise en œuvre opérationnelle de systèmes d'armes, plus ou moins nouveaux pour l'époque, que sont les sous-marins et l'aéronautique navale. Alors, sans chercher à entrer dans le détail du déroulement des combats qui sont particulièrement intenses et soutenus, cette communication entend rendre compte des procédés opérationnels mis en œuvre de part et d'autre, avec une attention particulière portée au processus d'adaptation et à l'évaluation des résultats. Et 3 grandes séquences peuvent être identifiées. La première est le temps de l'improvisation. À l'été 14, la Marine nationale et la Royal Navy sont confrontées à une situation stratégique qui n'avait pas, ou qui avait été mal anticipée, ce qui oblige à bloquer dans l'urgence
le passage du Pas-de-Calais, d'Otrante et des Dardanelles. L'ampleur de la tâche et la dispersion des sites à surveiller posent d'emblée le défi de la répartition des moyens et de l'arbitrage entre les missions, alors même que la guerre corsaire mondiale menée par les Allemands mobilise des forces importantes jusqu'à la victoire des Falklands en décembre 1914, et que la priorité en fait reste à la concentration en vue de la bataille décisive entre escadres. Face à la stratégie de flotte en vie, adoptée tant par la marine austro-hongroise en Adriatique que par la Horseflotte en mer du Nord, la marine nationale donne la priorité au contrôle du canal d'Otrante et la Royal Navy à la surveillance à distance de Kiel. Cette priorité motive le refus des états-majors d'envoyer davantage d'unités modernes devant les Dardanelles. Chez tous les belligérants, la réticence est forte sur le déploiement de flottilles de sous-marins et surtout de destroyers, contre-torpilleurs et torpilleurs pour surveiller ou forcer les détroits, alors que ces unités sont déjà considérées comme insuffisamment nombreuses pour assurer l'éclairage et la protection rapprochée des corps de bataille, qui restent l'absolue priorité. Il faut par exemple attendre les lendemains de la bataille du Jutland pour que les forces navales allemandes déployées dans les Flandres soient renforcées significativement. Au départ, les Alliés cherchent donc à bloquer le canal d'Otrante et le Pas-de-Calais en déployant des unités de fort tonnage éclairées en amont par des bâtiments légers peu nombreux. Et le danger représenté par les sous-marins dans les eaux littorales a été sous-estimé et le reste longtemps, les bâtiments naviguant sans escorte à faible vitesse sur des trajectoires rectilignes. Le cas le plus spectaculaire est celui des 3 croiseurs cuirassés de la Royal Navy, Crécy, Aboukir et Hogg, coulés au large des côtes néerlandaises le 26 septembre 1914, ou en Adriatique, le 21 décembre 1914, le torpillage du navire amiral Jean Bart de l'armée navale, navire amiral qui naviguait sans escorte lors d'une opération de ravitaillement des forces serbes et qui rallie à grand-peine Malte pour y être réparé. L'Autriche-Hongrie est ainsi parvenue à interdire le passage du canal d'Otrante à la France. Et cette dernière renonce aux opérations offensives d'ampleur contre Cattaro et se contente d'établir un blocus à distance. La ligne de patrouille devant d'ailleurs être reculée à plusieurs reprises, notamment après le torpillage, dans la nuit du 26 au 27 avril 1915, du croiseur cuirassé Léon Gambetta par le sous-marin autrichien U-5, alors qu'il patrouillait entre Corfou et Santa Maria di Leuca à faible vitesse et sans escorte. Avec un face-à-face qui semble parti pour durer, la nécessité de bases avancées à proximité des Trois se fait vite sentir. Dès le 6 novembre 14, un protocole prévoit que la marine nationale puisse utiliser les bases arrières de Malte. Dans le Pas-de-Calais, les Allemands, quant à eux, s'installent au plus près, à Zeebrugge et à Ostende, les 2 bases qui ont été laissées intactes par les Britanniques, persuadés qu'ils pourraient rapidement y reprendre pied et qui sont le pendant de Dunkerque et de Douvres. Le manque de matériel adapté est criant, que ce soit en quantité ou en nombre, ou en qualité. Le rayon d'action des sous-marins français est insuffisant. En Adriatique, par exemple, il faut qu'ils soient remorqués à l'aller et au retour jusque devant les côtes albanaises. Aux Dardanelles, les dragueurs de mines manquent et sont vulnérables face aux tirs des batteries côtières embusquées. Face au danger des mines, des navires de tonnage imposant, mais de conception ancienne, sont particulièrement vulnérables. Les Dreadnought Bouvet, Irresistible et Océan sont tous coulés dans la tentative de forcement des Dardanelles du 18 mars 1915. En revanche, comme je vous le disais, le Jean Bart, le tout récent Jean Bart, s'il a des compartiments avant éventrés, il parvient néanmoins à rallier Malte. Les Alliés à terre comme sur mer sont dans l'impasse avec la conception d'une guerre offensive et courte, et vient le deuxième temps, celui des tâtonnements inefficaces entre recours à des solutions éprouvées mais qui sont dépassées et des innovations techniques et tactiques qui sont encore très mal maîtrisées. Les tentatives pour neutraliser par des bombardements navals les défenses côtières, les bases implantées dans les détroits, se soldent toutes par des échecs. Pourtant, les Britanniques font preuve d'une rare imagination tactique. Elle reste cependant stérile pour pallier les insuffisances de matériel dédié aux tirs contre terre ou aux assauts amphibies dans des eaux étroites, que ce soit le déploiement de monitors, dont vous avez ici 2 exemples, dotés de tourelles d'artillerie de 305, même de 380, pour bombarder depuis le large les bases allemandes d'Ostende et de Zeebrugge, ou même cet étrange assemblage, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, de ces inventions un peu originales, d'assemblage de 2 monitors avec un ponton de 500 mètres embarquant des chars en vue d'une opération amphibie à lancer au second semestre au sud d'Ostende. Pas très sérieux.
L'unique tentative pour forcer les Dardanelles via un assaut naval en force, uniquement naval, donc le 18 mars 1915, se solde par un échec retentissant. Le tiers de la flotte de premier rang, composé de 18 navires, est mis hors de combat, d'abord par les mines, après un dragage d'assaut avorté et le tir des batteries turques. Les pré-dreadnoughts Bouvet, les HMS Irresistible Ocean sont tous coulés par des mines. Le Suffren, le Gaulois, le HMS Inflexible sont tous plus ou moins gravement avariés, eux aussi par des mines. Bien connue, l'opération combinée qui suit sur la presqu'île de Gallipoli, à partir du 25 avril 1915, est un désastre dont l'unique succès sera l'évacuation fin 1915. Dans l'incapacité de neutraliser les défenses terrestres des détroits, les Alliés mettent en place des barrages de mines, plus ou moins élaborés, dans le détroit d'Otrante et dans celui du Pas-de-Calais. Les Ottomans, quant à eux, mouillent plusieurs rangées de mines dans les Dardanelles et les Allemands devant leur base flamande. 3 techniques sont mises en œuvre pour barrer la route aux sous-marins. La première consiste à faire tirer des filets par des bateaux de pêche. On peut combiner ces techniques. La seconde, à mouiller sur le fond des mines ou alors à attacher ces lignes de mines à des filets fixes. La troisième, plus aléatoire et testée dans les Dardanelles, consiste à lancer des mines dérivantes. Les barrages mobilisent des moyens considérables. En juin 1915, pas moins de 132 chalutiers tirent des filets entre le banc Goodwin, au devant Douvres et les dunes, et la côte française, quand en 1916, la flottille du barrage d'Otrante, basée à Tarente, compte 120 drifters et 30 grandes vedettes à moteur, soit 64 bâtiments à la mer en même temps. Imposants, ces dispositifs n'en sont pas moins vulnérables. À 3 reprises, entre 1915 et 1917, les barrages installés par la Dover Patrol sont emportés par le mauvais temps. Les bateaux de pêche sont aussi des cibles relativement faciles pour l'ennemi qui concentre ses attaques contre elles, lançant des raids très brefs avant de se replier au plus vite. Un des plus célèbres exemples est celui du raid de l'amiral Horthy dans le canal d'Otrante en mai 1917. Plus les barrages sont installés près des bases ennemies, plus les navires de guerre qui protègent les chalutiers deviennent à leur tour des cibles. Le 25 avril 1916, un long filet de mines complété par 2 lignes de mines profondes est mouillé au large de la côte belge, du sud-ouest d'Ostende au nord de Zeebrugge. Mais éloigné des bases alliées, il exige des patrouilles permanentes et importantes, 2 monitors, 2 canonnières, 10 destroyers, qui sont exposés aux sorties de la vingtaine de contre-torpilleurs allemands. Il doit être abandonné au bout d'un mois. En fait, jusqu'au second semestre 1917, les barrages sont d'abord plus ou moins des passoires. Le renforcement des barrages d'Otrante et du Pas-de-Calais en 1916 permet certes de neutraliser quelques sous-marins, de limiter les effets des raids des flottilles, mais les Allemands parviennent à compenser ces pertes et même au-delà. Le nombre de U-boats allemands basés en Adriatique et dans les Flandres ne cesse d'augmenter jusqu'à la seconde moitié de 1917. À la fin de 1915, l'entrée en guerre de la Bulgarie permet le transfert par voie ferrée de 5 submersibles à Constantinople. Mais l'amirauté allemande préfère conserver Cattaro comme principale base d'opération, car le port est placé en position centrale en Méditerranée, et offrant davantage d'options opérationnelles, et Otrante est plus aisé à franchir que les Dardanelles. Mais si l'entente est incapable de bloquer totalement le passage des U-boats vers la Méditerranée, ou d'opérer durablement dans le nord de l'Adriatique, les empires centraux sont en retour incapables d'empêcher l'entente d'opérer devant l'Albanie, au nord du détroit. Ainsi, du 17 janvier au 20 février 1916, 140 000 Serbes sont évacués sans perte majeure par les marines françaises et italiennes de Durazzo et Valona en Albanie vers Corfou. Dans les Dardanelles, pas plus les Ottomans, aidés par les Allemands que les Franco-Britanniques, ne parviennent à interdire le passage de sous-marins qui menacent leurs arrières et conduisent à des redéploiements des forces plus loin dans les mers Égée et de Marmara. Entre fin avril et début août 1915, pas moins de 5 sous-marins britanniques et australiens entrent en mer de Marmara, où ils coulent de nombreux navires et notamment des transports de troupes. Inversement, le 13 mai 1915, le cuirassé HMS Goliath est torpillé par un torpilleur turc qui n'a pas été repéré par l'aviation, et le 25, le sous-marin allemand U-21, venant d'Adriatique, coule 2 cuirassés britanniques avant de rallier Constantinople, ce qui conduit les Alliés à retirer leurs navires en arrière vers l'île grecque d'Imbros, réduisant d'autant le soutien d'artillerie dont dispose le corps expéditionnaire à Gallipoli, déjà en difficulté. Dans le Pas-de-Calais, le début de la guerre sous-marine à outrance en février 17 se traduit par la présence simultanée d'une quarantaine d'unités déployées dans les bases flamandes, tandis qu'une quinzaine opère en Manche. Les torpilleurs du Marine Corps Flandern
continuent de lancer des raids à grande vitesse, de nuit, pour bombarder brièvement Douvres et Dunkerque avant de se replier. Pas moins de 190 transits de sous-marins allemands à travers le détroit sont recensés entre décembre 1916 et juin 1917, notamment les nouveaux sous-marins mouilleurs de mines à faible rayon d'action qui minent les abords de Douvres et l'estuaire de la Tamise. Arrive enfin le temps de la rationalisation qui est permise par le retour d'expérience et surtout par l'industrialisation de l'effort de guerre à partir de la seconde moitié de 1917. La combinaison de 3 facteurs change la donne au profit des Alliés. Tout d'abord, des innovations techniques permettent de renforcer significativement les capacités à entraver le passage des détroits par les sous-marins. Les mines sont perfectionnées, avec notamment les mines de type H à Orin. Les capacités de détection sont démultipliées à partir de la 1917 par l'installation à bord des flottilles de systèmes d'écoute actifs fonctionnant en manœuvrant comme l'hydrophone. Ensuite, la capacité à produire ces systèmes en nombre, en masse, scelle la victoire des Alliés dans la bataille des détroits. Elle est le reflet de la victoire industrielle de l'Entente sur l'effort de guerre des puissances centrales. Les Alliés sont capables d'aligner toujours davantage de mines, de chalutiers, de torpilleurs, de sous-marins, alors que dès l'automne 1917, le nombre de U-boats opérant depuis les bases des Flandres stagne puis diminue. Pas moins de 5000 mines à Orin sont ainsi mouillées par les Britanniques dans le Pas-de-Calais, entre la fin 17 et le printemps 18. Enfin, les dispositifs tactiques sont rationalisés pour combiner les effets de ces nouveaux systèmes disponibles désormais en abondance. L'intégration entre bombardement naval et aérien, même imparfaite, devient la règle au printemps 1918. À ce jeu, les Alliés, aidés par leur supériorité matérielle croissante, ont une longueur d'avance, même si des innovations tactiques allemandes, appelées à un grand avenir, mais pas encore mûres, font leur apparition, comme la construction d'une base sous-marine bétonnée à Bruges pour protéger les U-boats des bombes larguées par le Royal Naval Air Service, ou à partir de juillet 17, de vedettes sans pilote bourrées d'explosifs guidées par avion vers des cibles navales. Particulièrement complexe dans ses modalités tactiques, le raid interarmes lancé le 23 avril 18 par la Royal Navy et le Royal Naval Air Service pour boucher l'entrée du canal de Bruges est ainsi mis en échec par la défense allemande. Reste que les barrages d'Otrante et du Pas-de-Calais de 1918 ont gagné en efficacité. Ils n'ont plus grand-chose à voir avec les systèmes parcellaires fragiles des débuts. Ils combinent des champs de mines et plusieurs lignes de barrages fixes constitués par des filets qui descendent à plusieurs dizaines de mètres de profondeur, supportés par des bouées, tenus par des ancres ou des blocs de béton. Ils portent des grenades dont l'explosion se déclenche quand un sous-marin accroche le filet. Les flottilles qui les gardent sont dotées de moyens de détection embarqués, combinent leurs efforts avec l'aviation basée à terre. Désormais en nombre et plus endurante, cette aéronautique navale est désormais capable d'engager les sous-marins en surface. Des projecteurs embarqués sur les chalutiers ou basés à terre en facilitent le repérage. Quand la profondeur le permet, comme dans le Pas-de-Calais, plusieurs rangées de mines, 12 et même 24 au nord, sont posées au fond et déployées jusqu'à constituer ce que les amiraux britanniques appellent le mur de mines et le grand barrage. Le système de convoyage qui se généralise au second semestre 1917 en Atlantique puis début 18 en Méditerranée est adapté à la configuration des détroits avec une mise en œuvre le long des côtes puis sur des routes régulièrement draguées. Pour autant, ces systèmes restent fragiles. Ils sont souvent endommagés par les intempéries, notamment en Adriatique, où les Italiens et les Britanniques souhaitent en vain l'abandon des systèmes fixes pour privilégier une lutte ASM plus offensive autour de groupes de chasse agissant dans la profondeur et de façon coordonnée avec l'aéronautique navale. Tout au long du conflit, contrôler les détroits s'est avéré particulièrement complexe pour l'ensemble des belligérants. Forcer leur passage ou l'interdire complètement demeure un leurre, du moins jusqu'à la fin de l'année 1917, quand le déséquilibre du rapport de force devient net. Le sous-marin apparaît comme le moyen privilégié pour forcer le passage d'un détroit, même en temps de guerre, tandis que la guerre des mines, intégrant l'aéronautique navale, constitue le procédé défensif le plus efficace. Le conflit confirme aussi l'impossibilité d'un blocus rapproché. Dans les 3 cas, les marines doivent mettre en œuvre une surveillance à distance, avec un recul progressif des lignes de patrouille et des barrages de mines. Au niveau opérationnel et tactique,
La guerre accélère la dimension interarmes et interarmée des opérations dans les eaux littorales, même si cette intégration demeure imparfaite, comme en témoignent les grandes difficultés ou les difficultés persistantes pour coordonner les forces navales et aériennes. Nous vous remercions de votre attention. Nous avons 10 minutes, on va manger 5 minutes de pause et 5 minutes, 10 minutes pour des questions. Est-ce qu'il y a des questions ? C'est l'heure de la sieste. Toujours difficile de partir sur la première question. Je vais me tenter. Voilà, vous avez beaucoup évoqué le rôle du sous-marin dans cette guerre importante. Donc moi-même, sous-marinier, ayant usé mes fonds de culotte à Kotor, je ne peux résister à vous poser une question. Un peu de prospective, en fait, puisque on a beaucoup. Vous avez abordé aussi le rôle de l'Italie et en fait du basculement de l'Italie dans la guerre, celui-ci étant malgré tout en partie déjà prévu dans des accords secrets précédents. Pourquoi n'y avait-il pas eu de réflexion, parce que jusqu'à avant le basculement de l'Italie, en fait, on imaginait un petit peu le rôle de Bizerte et du canal de Sicile pour protéger à la fois les convois et bloquer le déploiement de la Regina la marine italienne. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu un peu d'anticipation ? Parce qu'on savait que les Italiens, au pire, ne feraient pas la guerre. Mais on espérait bien qu'ils rallient le camp. Alors, en fait, c'est la démonstration des progrès de l'interministériel, puisqu'en fait, en 1914, la marine ne sait pas que l'Italie restera neutre, puisqu'en fait, les accords diplomatiques qui ont été signés secrètement entre la France et l'Italie n'ont pas été transmis au ministère de la Marine, ce qui fait qu'en fait, toute la planification de la marine s'est faite en étant convaincu que ce serait l'Italie qui serait l'adversaire de la France, et aucune planification n'a été faite contre l'Autriche-Hongrie. Et donc, en fait, on a une marine qui se retrouve face à une mer, alors, pas inconnue, mais qui est très mal maîtrisée, très mal connue, et sur un dispositif qui est effectivement qui est très surprenant, puisque effectivement, cet accord secret n'avait pas été transmis, donc il n'y a pas eu de préparation, de planification pour ces opérations. Le plan de guerre, dans une logique très mahanienne, c'est d'abord on règle son compte en Méditerranée occidentale à la flotte italienne, et on cueille la flotte autrichienne à la sortie d'Otrante, et on ne rentre pas en Adriatique.